Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau Juliane et Éric Dudois. Bonjour Juliane. Bonjour Philippe. Bonjour Bonjour Eric. Éric. Bonjour Philippe, Ah, bonjour Julien. merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. D'ailleurs, si ça continue, il va falloir que je vous trouve un nom de scène, par exemple le duo Rock and Love de la spiritualité, hein, ça sonnerait bien quand même. Bon, pour les prochaines fois peut-être, hein. Alors, pour commencer une rapide présentation, Juliane, Ça vous disait que je suis le côté rock. oui, Là. Rock and Love, oui, oui. Ou Absolument. l'inverse, ou les deux, hein, d'ailleurs, hein. Alors, une rapide présentation de Juliane, donc, ou la charismatique globe-trotteuse, hein, qui est toujours entre deux avions, parce que maintenant on a du mal à t'attraper. Alors, en 2007, il a été vécu un retournement de la conscience vers elle-même, ce que les sages appellent la réalisation du soi, et il est vu alors que nous sommes la source de toute chose. Là, tu as eu, j'ai pas dit Juliane a réalisé, hein, j'ai dit il a été vécu, hein, j'ai fait attention cette fois. Pour Eric, eh ben, Eric est docteur en psychologie clinique, responsable des soins palliatifs au CHU de la Timone, mais aussi enseignant, chercheur, théologien, écrivain, et j'en oublie, hein. C'est trop long, hein, ton CV. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons d'abord commencer par clarifier le concept, les concepts du corps, de l'âme et de l'esprit, et puis nous continuerons par un échange sur leurs influences lors du chemin spirituel vers l'unité. Ça vous convient? Je suis la danse. C'est parti. Alors, le corps, l'âme et l'esprit, ce fameux triptyque est devenu aujourd'hui un grand bric-à-brac, source de nombreuses confusions sur le chemin spirituel. Et comme la dernière fois, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on traite ces sujets d'un point de vue de notre vie quotidienne, que nous appellerons relatif, et d'un point de vue spirituel ultime, que nous appellerons absolu. Alors, bien sûr, en essayant d'être synthétique. Alors pour commencer, si nous faisions un point sur le vocabulaire, en effet, les mots pour décrire les plans subtils en français sont très limités et certainement la cause de beaucoup de confusion. Par exemple, le mot esprit peut être compris comme le synonyme de l'intellect, avoir de l'esprit, mais avec un E majuscule, il devient le synonyme du divin. C'est la même chose d'ailleurs pour la conscience avec un C majuscule, ou le soi, la présence, la source. Alors Eric, quels sont les mots que tu conseilles d'employer pour une meilleure compréhension à ton niveau? Alors, bon, d'abord, je conseille rien, comme ça on est tranquille, mais il est plus simple, et c'est vrai que dans les universités, le plus simple c'est de revenir au grec. Or, ça fait, je ne veux pas être pédant ni prétentieux, le grec est très simple, tout le monde le connaît. Soma, ça a donné somatique, c'est le corps. Hmm, Là où on a peut-être plus de mal, c'est psyché. En grec, c'est psychikrène. Donc ça a donné la psyché, le psychologue. C'est celui qui s'occupe de l'âme. hmm, En latin, c'est animus. Et en fait, les prêtres faisaient des curare animus, des psychothérapies. Ça, c'est le mot grec. En latin, c'est curare animus. En français, c'est cure d'âme. Marrant. Quand je dis ça à mes collègues, ils ont envie de me tuer, mais c'est l'étymologie du mot. Après, en dehors de l'étymologie, on a la sémiologie, le champ lexical. Et tu l'as dit, on a perdu le champ lexical du grec avec l'esprit, pneumatikon. Ça a donné pneumologie. Alors, c'est le souffle. Mais en même temps, dans toutes les grandes traditions, la divinité est d'abord un souffle, avant d'être une chose. Donc, soma, psyché, pneuma. Et il y a quelque chose qu'on n'oublie pas dans l'évangile de Jean et qu'on n'oublie pas qu'on est psychologue, c'est la chair, sarx, qu'a donné en français sarcophage, mangeur de chair. C'est-à-dire que quand je suis dans une chair, c'est comme si j'étais unbeuten. Mon esprit ou mon âme est incarné. Ça donne la chair. très bien. Et toi, Juliane, ton vocabulaire préféré, poétique?
C'est toujours le défi de mettre en mots, en fait, on va dire un senti, un vécu, des images, des perceptions. Euh, euh, le corps, pour moi, de un, tout est divin. Tout est relié. Euh, tout est dans tout. Euh, le corps physique est cette matérialité, cette densification du divin ou, on va dire, dans ce grand jeu divin. Euh, c'est un véhicule d'expression de cette étincelle de la source divine qui est au centre de ce qu'on appelle l'âme. Pour moi, l'âme est le rappel de ce divin absolu contenant tout, qui est au cœur de ce voyage de retrouvailles. En fait, c'est d'une pureté, c'est d'une douceur, c'est ce qui nous appelle, nous rappelle vers la conscientisation de ce divin que nous sommes en totalité. Donc, ça fait le pont, euh, on va dire, entre l'infinité, l'infinie source, l'absolue vibration ultime de ce que nous sommes, avec, on va dire, ce cœur ou ce rayon, ou pour moi, cette âme est un rayon de cette source divine qui est totalement unique et en même temps totalement pareil dans son cœur même. Euh, voilà, donc c'est à travers cette poésie que je peux essayer de nommer ce qui est difficile à nommer. Je pense que peut-être Eric a une nomenclature, un savoir qui peut euh, imprimer ou aller nommer de façon scientifique les courants peut-être qui ont su identifier ça. Ici, ça passe au niveau de la vibration, beaucoup du vécu direct, où justement ce corps, pour moi, est le corps, on va dire, ou un portail de ce divin, le reflet de ce corps divin en entier, qui contient tout, qui est la porte vers cette connaissance, cette grande connaissance que nous sommes appelés à retrouver et dont l'âme appelle, on va dire, chuchote pour nous mener, nous appeler, nous inviter à nous retrouver dans la grandeur que nous sommes, dans le non limité. Très bien. Alors sur le vocabulaire, est-ce qu'on peut employer le mot corps pour le corps physique, âme, et ensuite esprit ou conscience, mais ce sera avec une majuscule, quoi. Voilà, mais ce ne sera pas le mental quand on dira esprit ou conscience. Euh, donc, si on commençait par les corps, Eric, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de cette notion de corps, bien sûr physique, mais aussi de tous ces corps subtils qu'on voit un peu partout, reliés à des chakras? On en parlait de sept, maintenant il y en a une quantité infinie en haut et en bas. Donc d'où vient un peu cette représentation? Et le fait qu'il y en ait une multitude, ça, c'est la connerie humaine, mais ça peut passer. C'est pas grave. C'est juste l'esprit de ce temps. Ce temps est comme il y a une fin de règne, il y a une fin de temps et une fin de temps illusoire. Et ce qui fait que on a tendance à dire tout et n'importe quoi maintenant. Mais on va rester très, très archaïque. Nous, on va suivre les Védas. Nous, on peut suivre les religions monothéistes, etc. et se dire qu'on a, allez, 7 corps et qu'on en connaît à peu près 5. Le corps physique, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est la biologie.
Alors tout à l'heure, on parlait du grec, donc c'est tout ce qui est l'aspect bio. C'est pas l'aspect forcément zoopoion, c'est-à-dire du comportement. C'est juste ce qui est biologique, c'est-à-dire ce qui intéresse les docteurs en médecine. Puis après, on a le corps dit éthérique, alors chaque corps est relié à un chakra. Le premier corps est relié à Muladhara, c'est-à-dire le chakra sacré, celui qui se trouve entre notre sexe et notre anus. Puis après, au fur et à mesure, on monte comme ça. Dans New Age, ils appellent 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça permet de pas casser les pieds et tout le monde comprend. Si maintenant on veut un peu faire le lettré, on peut utiliser le sanskrit. Après, tu as Swadhisthana, donc, qui permet donc le corps éthérique, l'énergie. C'est un peu le halo qu'on a autour de notre tête ou de notre corps lorsqu'on regarde les auras, qui est d'une couleur, d'une fumée de cigarette, un peu bleu-gris. Puis après, on a ce qu'on appelle le corps astral ou le corps émotionnel, qui est le troisième des corps et qui correspond à notre chakra de la cité des splendeurs, Anihata, et Manipura, pardon. Ce chakra-là, il est de toutes les couleurs, non pas le chakra, mais l'émanation de ce chakra. Et ça donne toutes nos émotions. Mm. Alors, le rose, c'est quand on aime. C'est pas idiot. Le rouge, c'est plutôt on est en colère, etc., etc. C'est des codes. Mais au-delà des codes, c'est quelque chose qui existe pour beaucoup d'entre les grands mystiques. Puis après, on a le chakra du cœur, entre nos deux seins, qui est Anahata, qui est toujours très, très bien marqué dans toutes les spiritualités du monde, qui est la quintessence de la connaissance. J'écoutais Juliane, elle a totalement raison. La connaissance est la seule chose qui est utile, le reste, c'est du savoir. Maintenant qu'on a Google, c'est peut-être pas la peine d'embarquer tout le savoir du monde, on s'en fout. Mais comme j'étais très vieux et il n'y avait pas Google, je l'ai embarqué. Donc ça, c'est Anahata, c'est le corps, le cœur. Puis après, on a Vishuddha, celui de la gorge. Ça, c'est les intellectuels, souvent, qui vont fonctionner avec celui-ci. Et ça va correspondre au corps dit causal. Alors, pas causal au sens où c'est la cause, on n'a pas accès à la cause, mais au sens où on pensait avant que ça pouvait passer par des choses comme ça avec Ajna, c'est-à-dire le chakra qui est ici, que certains appellent le troisième œil, et puis au-dessus, vous avez sur la fontanelle le Sahasrara, qui est le chakra aux 144 000 pétales. Mais fondamentalement, même scientifiquement parlant, on ne suit plus trop cette façon de concevoir. Même si elle est très parlante au sens mystique, même si elle peut être très, très parlante au sens thérapeutique pour certains, en tout cas, dans les universités, on ne l'utilise pas forcément. On utilise des choses qui vont s'y rapprocher. On ne va pas utiliser le mot âme, par exemple. On va plutôt utiliser le mot psyché ou le mot conscience en faisant une distinction entre conscientiousness et awareness. Mais on n'a pas en français. En français, on est obligé de dire conscience avec un grand C, conscience avec un petit C, ce qui est un peu idiot. Voilà en gros pour les corps subtils et puis les chakras. Très bien. Et Et pendant... Oui, finalement, ben, l'image qui m'est apparue l'autre matin, c'est que finalement, on est un arc-en-ciel avec ses chakras. Hmm. C'est finalement, ça réunit le prisme des couleurs. Donc, nous sommes ce prisme où qui contient toutes les vibrations, finalement. De- Ouais. J'aime bien ce que dit Swami Atmananda Udasin. De manière très singulière, c'est un des moines qui habite Rishikesh là-bas, et il nous dit finalement, on est l'océan, mais dans cet océan, il y a une bouteille, et dans cette bouteille, il y a l'eau de l'océan. Et une fois qu'on a fermé le bouchon, la bouteille qui est notre corps, avec l'océan qui est océan, ben ça devient un individu, Hmm. ça devient un ego. Mais on s'en fout réellement, fondamentalement, puisque cet ego, on va en fabriquer des dizaines de milliers au fur et à mesure des vies. Alors là, je bascule sur une représentation plus chrétienne ou même plus kabbaliste. Si on a des milliards de vies, ces milliards de vies sont fabriquées
par une âme qui apprend au travers de la matière. Et contrairement, par exemple, à ce que dit l'histoire chrétienne, la matière est quelque chose d'extrêmement important et elle est noble. J'ai beaucoup aimé ce que disait Juliane. Dans le monde dans lequel nous vivons, rien n'est à rejeter. Tout est puissamment noble, contrairement à ce que disaient certains. Et l'explication que tu donnais, Juliane, elle était belle parce que Maître Eckhart dit la même explication au XIIe siècle. Alors c'est un grand éveillé pour le christianisme. Et il fait comme toi, tu nous as parlé du corps. C'est-à-dire qu'en fait, la perception va l'emporter sur les représentations littéraires. On s'en fout un peu, enfin on s'en fout. Je vais pas dire ça, je vais perdre mon job. Mais c'est pas le plus important, les représentations littéraires, quelle que soit la littérature. Ce qui est important, c'est comment les cellules de mon corps, et donc ce possible jeu, va s'imbriquer dans un possible monde. Si je ne voudrais pas trahir et traduire Juliane. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce plan linéaire humain, on a tendance à vouloir tout décortiquer, tout comprendre. Euh, c'est un jeu magnifique et ça fait partie aussi du fait un peu de cette notion où on a appris qu'on était linéaire, qu'on était limité dans un temps et on cherche à comprendre de où on vient, où on va. Mais tout ça fait partie du grand voyage de, 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 ré- de se réapproprier, en fait, ce grand je suis, cette grande connaissance qui unifie tout, est mais tout est magnifique dans le fait de vouloir nommer, de vouloir, parce que c'est une invitation, selon mes mots, à vouloir goûter. C'est qu'on identifie certaines choses, certains aspects de nous, certaines fragrances, certaines vibrations, certaines informations. Et c'est un magnifique jeu. Euh, qui nous invite à se vivre totalement, entièrement, à retrouver cette sensation d'unification, d'unité, par le fait de se traduire au-delà du fait de décortiquer, où tout peut s'imbriquer, tout peut se fusionner, et c'est ça pour moi le grand je suis. C'est cette conscience qui s'habite dans son amplitude, qui se traduit au-delà des mots, des structures, des étiquettes. Euh, voilà, c'est ce champ connaissance, c'est ce champ de connaissance qui est vivant, qui est vibrant, qui respire justement, qui est ce souffle infini qui, par des mots, est difficilement traduisable. C'est pour ça que dans le fait d'aller au-delà, dans le fond, je pense que les mots qui sont magnifiques, si poétiques, et nous invitent à voir au-delà, à ouvrir justement le cœur, à toucher à cette saveur d'âme qui peut traduire au-delà des mots, qui peut capter, on va dire intuitivement. Dans le fond, la notion d'intuition, pour moi, est reliée à l'âme, entre guillemets, à ce petit chuchotement de cette âme qui sait, de cette âme qui guide, de cette âme qui n'a pas de temps, qui est dans l'éternel présent. D'ailleurs, Juliane, est-ce que tu pourrais nous faire partager un peu après ce vécu de la réalisation du soi, comment ça s'est passé avec ton corps physique? Ah, ça fait super intéressant. Parce que dans le fond, dans le corps physique, on va dire que le corps physique a sa propre conscience. Il n'y a qu'une conscience, mais il y a euh, on va dire, la conscience du corps, la conscience, la programmation,
par lequel finalement la constitution du corps est possible. Le fait que le matin on se réveille, ben, on a la même constitution. On ne se réveille pas, euh, je ne sais pas, petit. Moi, je suis grande et élancée, mais je ne me réveille pas le matin plus petite avec les cheveux bruns et tout ça. Il y a cette notion d'information engrammée finalement dans cette où le corps lui-même a toute cette notion de survie de base dans cette information et qui traduit aussi, qui est un outil extraordinaire pour traduire finalement où on en est dans cette notion de survie, de densification, d'identification. Est-ce que j'ai dit deux fois de suite le mot identification? En tout cas, c'est... Oui. Voilà, donc ce corps, finalement, après le retournement de conscience, où on voit qu'on n'est pas ce personnage, on l'a jamais été, on n'est pas ce corps, on l'est au niveau, on va dire divin, au niveau de la grandeur, mais au niveau de l'identification du petit moi, en fait, c'est ça, on n'est pas ça, on n'a jamais été une personne limitée. C'est cette conscience qui se retourne. Et puisqu'on n'est pas menacé, on voit que finalement, on n'a jamais été menacé, qu'on a juste enregistré des idées, des croyances, euh, et que quand tout ça tombe, le corps se détend profondément. Il y a une détente puisqu'on n'est plus en mode survie, analyse, toujours pour voir si justement on est menacé ou par rapport aussi à tout ce qu'on a vécu toutes les saveurs d'expérience on va dire, on traîne sur notre dos. Et alors, on peut abandonner, on peut lâcher tout ça. Et cette charge, finalement, qui n'est plus portée, fait en sorte que le corps se détend, s'ouvre à l'expérience, s'ouvre à la traduction, finalement, de toute information, puisqu'on ne se sent plus menacé par ces informations traduites. Parce que si on regarde profondément, ce contre quoi on lutte et ce contre quoi on se sent menacé, finalement, c'est la sensation traduite par le corps. Hein, c'est la densification. Et c'est ça que profondément, on redoute. On a peur de cette intensité traduite ou cette... Donc, dans mon parcours, après, ben, il y avait vraiment la sensation d'ouverture, même ben, dans les os, dans toutes les structures. J'ai eu comme des phases. À un moment, mon ventre euh, était extrêmement gonflé, comme si j'étais enceinte, mais je savais que c'était un processus de relâchement. En ostéopathie, on appelle ça l'inflammation de guérison. Donc, c'est comme si les tissus prennent de l'expansion, se gorgent de sang pour se nourrir, apporter les nutriments et tout, et pour revenir ensuite à leur forme d'origine ou cet équilibre, cette harmonie. Aussi, cette notion de conscience dans le fait de s'habiter en ça, puisqu'on se traduit toujours finalement. C'est où on s'observe, comment on s'observe, qu'on traduit une sensation de réalité. Le fait de se déposer dans cet espace au-delà de la matérialité, cet espace libre de tout enfermement, fait en sorte que ça se rappelle, que ça rappelle les structures à cette notion d'harmonie. En cet espace non densifié, en fait, on va dire que tout le plan divin est intact, est là, est disponible et se rappelle, en fait, se rappelle à l'harmonie dans cette grande, grande intelligence divine, cette grande finesse absolue, en fait, qui prend soin, ce divin, ça se fait au-delà d'une personne qui voudrait faire. C'est ce que j'appelle l'être, le grand être qui passe devant. Voilà pour. Très bien. Merci. Éric, on a des maladies effectivement psychologiques qui peuvent se propager sur le corps.
On dit que le corps ne ment pas, c'est-à-dire les symptômes qu'on a sur le corps me sont visibles, qui peuvent retraduire un mal-être intérieur. Comment ça se vit ça au quotidien dans ton cabinet? Alors, il y a deux choses. Il y a l'expérience de l'hôpital et l'expérience du CAB. Dans au cabinet, il n'y a pas trop de paroles au sujet du corps. Le corps, c'est j'ai un corps. Et pour que le corps, on comprenne que je suis un corps, il faut avoir cheminé en maladie. Ça, c'est très particulier. C'était mon directeur de thèse qui avait repéré ça le premier. Il avait pas tout à fait tort, dans le sens où si il est vrai que nous, les humains occidentaux, attention, c'est très important le mot occidental, là, on est passé de sapere, c'est-à-dire de sentir, à sapiens, c'est-à-dire savoir. À l'heure actuelle, on fait le travail inverse. On passe de sapiens sapiens, ce qui définit l'être humain moderne, à sapere. C'est-à-dire que les grands, c'est con de dire les grands d'ailleurs, ils ne sont pas plus grands que nous. Bon, les mecs, voilà, qui bossent à l'université euh, et ailleurs, parce que l'université, c'est une façon de connaître le monde. Mais pas tout le monde a cette façon-là, et c'est pas parce que cette façon-là parle plus haut que les autres que cette façon-là est meilleure que les autres. Dans ce sens, tout ce que je dis est automatiquement une traduction de ce qui est senti. Ça peut pas être autre chose. Et c'est le rapport entre représentation et traduction et, et perception. Je perçois quelque chose et je vais dire à mon enfant, regarde comme c'est beau. Il faut être con pour faire ça parce que l'enfant, lui, il est occupé à autre chose. Donc en fait, on fait chier tout le monde avec ça. Et c'est un peu ce que font tous les mentaux, le mental au pluriel. C'est-à-dire qu'on est tous à vouloir commenter la vie. Et c'est le commentateur qui fait qu'on a des maladies. Et d'ailleurs, on devrait plutôt dire des Dieu a dit. Parce que les maladies, c'était bon qu'on croyait au diable, maintenant c'est bon, on peut passer le truc. Et c'est Rumi qui nous dit le silence, c'est le langage de Dieu. Le reste n'est que mauvaise traduction. Mm. Et Rumi, c'est l'Andalousie, c'est vieux comme le monde. Et une fois qu'on a saisi ça, eh bien, on se rend compte qu'il n'y a pas de maladie psychologique. Alors quand je dis ça, je vais me faire traiter de tous les noms par tous les gens qui aiment bien mettre les boîtes dans ce qui leur arrive. On peut mettre des boîtes. Je suis un névrosé, nanani nanana, je suis un psychotique, je suis ceci, je suis cela. Mais comme il a été dit tout à l'heure, je suis, normalement devrait s'arrêter. C'est pas je suis ça, c'est je suis. Et si on comprend ça, même si on est de structure dite et 12 guillemets, non conventionnelle pour notre société, on va bien. Je suis un peu long comme garçon. Non, mais c'est très intéressant, docteur. Ça me Dis-moi, régale. si on va passer peut-être un peu plus à l'âme maintenant, c'est d'où vient cette notion d'âme et quelle est sa traduction, sa perception dans les autres traditions spirituelles? Ah, alors, l'âme, c'est vraiment le sujet piégeux parce que ça dépend comment on va la voir, mais je vais suivre Maître Eckhart. Je vais mettre l'âme du côté de l'esprit et je vais dire que mes cinq sens vont toucher du côté de la temporalité et de l'espace, alors que mon essence va toucher du côté de l'infini et du hors-temps. Et l'âme, c'est le point de jonction entre ces deux trucs. Mais dans le temps, on l'a appelé du latin animus, qui veut dire animé. Mais il faudrait remonter presque au cuniforme. Je crois qu'on trouve sa trace de toute façon en hébreu, avec nefesh, nefeshma, mais qui du côté du souffle, toujours. C'est le souffle de Dieu en nous. Mais ça voudrait dire qu'il y a un dedans et un dehors. Alors que, à l'heure actuelle,
On ne fonctionne plus comme ça. Il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors. On voit très bien, et c'est le premier à l'avoir distingué au niveau scientifique, c'est Jung. On voit très bien que ce qui n'est pas activé dedans se fait jour dehors. C'est pour ça que si vous n'allez pas bien et que c'est que vous activez pas quelque chose à l'intérieur de vous, ça vient dehors, non pas pour vous punir, mais parce que c'est comme ça, c'est beau. Bon, des fois, on se prend des tartes, on n'a pas envie. Ça, c'est une question encore de traduction. C'est bien, c'est pas bien. J'aime, j'aime pas. Donc l'âme, c'est vraiment le point de jonction entre quelque chose qui serait infini et quelque chose qui serait extrêmement limité, le jeu, la bouteille. D'accord. Et toi, Juliane, ça t'évoque quoi tout ça? Plusieurs choses. Euh, je résonne avec l'explication d'Éric. Euh, il y a aussi, oui, c'est la beauté de toute cette expérience, l'expression de toute cette expérience où il semble y avoir un dedans et un dehors. Euh, il semble y avoir un temps limité. Il semble y avoir la matérialité et euh, la subtilité ou l'invisible. C'est tout un jeu de conscientisation, euh, justement, où ce corps est un outil extraordinaire pour nous indiquer les endroits où regarder, où on peut, par ces densifications, ces contractions, en fait, ben, ça appelle l'attention pour pouvoir s'y déposer, pour pouvoir conscientiser les endroits où on se sent séparé d'avec cette entièreté, finalement, qui donne une sensation d'être, ben, d'exister en dehors de. Donc, dans une sensation plus densifiée ou matérialisée ou euh, si on revient à la notion d'âme, ça me ramène à des souvenirs qui, lorsque je me suis, on va dire, dans cette vie ou dans ce plan linéaire incarné, j'avais des souvenirs de boules d'âme dans un certain plan qui est aussi d'une expérience linéaire, mais à un certain niveau, une sensation d'expérience où chaque boule d'âme, qui sont des traductions de cette source une, hein, de elle qui se conscientise, mais chaque boule porte des, des, des vibrations d'expérience totalement uniques et tout est partagé. Il n'y a rien qui peut être retenu. Ça donne la sensation télépathique, en fait. Et c'est comme un grand souffle de vie, d'expansion et de contraction, de danse, de toutes ces boules de teintes totalement uniques, vibrantes, qui sont en même temps, qui semblent être euh, séparées et qui pourtant sont une dans cette sensation de partage de toute la connaissance expérimentée finalement, qui porte une sensation, une traduction. Voilà, donc pour moi, ces boules d'âme sont, on va dire, des aspects de cette conscience qui peut se reconnaître dans des saveurs totalement uniques et qui a comme dans ce grand jeu divin qui semble y avoir un parcours linéaire jusque ces retrouvailles, jusqu'à ce noyau, ce joyau, cette étincelle de la source qui, en fait, qui rappelle à cette unification où il n'y a jamais eu ce temps linéaire en réalité, puisque cette étincelle contient tout, n'a jamais bougé, n'a jamais été atteint, n'a jamais... C'est ça qui est si gorgé, si divin, dans le fait de sentir qu'on a l'impression d'être séparé, qu'il y a un haut, on va dire, de cette source si vibrante, de cette
et qu'il pourrait y avoir une densification d'elle-même avec en son cœur cette même étincelle de son plus haut où elle semble vouloir se retrouver dans un temps linéaire. Mais c'est ce qui fait la magie de cette conscientisation finalement où on pense, on semble goûter ces relations, cette séparation, ce temps linéaire et pour au final revenir à ce point d'étincelle qui porte tout, qui est la clé, qui est l'immobilité pure, qui est ce point de pureté absolue qui contient absolument tout, qui est non séparable, non définissable, qui ne peut qu'être traduit par le fait de le vivre, de l'habiter. C'est elle qui se traduit, qui se vit dans ce grand je suis, comme Eric l'a dit, sans rien après. Et en même temps, ce goût de quelque chose après fait la beauté et la magie de cette poésie de vie. Merci. Alors, on va revenir un peu dans les choses de plus relatif. Eric, y a-t-il une relation entre l'inconscient, l'âme, les rêves? Est-ce que les rêves sont porteurs de messages? Comment tu pourrais expliquer tout ça d'un point de vue scientifique d'aujourd'hui? Euh, 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 Pourquoi c'est toujours moi qui ai le rôle pourri? Ouais, mais parce que je t'aime bien, tu sais bien. D'accord, d'accord. Ouais, je vais le faire, mais... C'est Non. pas un rôle pourri, c'est une magnifique saveur. Mais d'abord, il faut faire attention à ce qu'on appelle science. Et contrairement à ce que la télé nous dit, ou ce que les médias, quels qu'ils soient, nous disent, ils simplifient tout à outrance. Il n'y a pas une science, il y a des sciences. Un, un psychologue va pas dire la même chose qu'un neurologue, qui dira pas la même chose qu'un cancérologue, etc., etc., etc. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il nous faut travailler ensemble. Alors, des fois, c'est difficile, mais on y arrive. Et on est tous d'accord maintenant avec une grande donnée qui existait avant Tonton Freud, qui est l'inconscient. Mais Tonton, c'est comme ça que je l'appelle pour les étudiants, il a permis à l'Occident de dire on a trouvé un truc. Mais les Vasara, enfin, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le Sananda, ça existait déjà. Donc, l'inconscient, c'est simplement ce qui n'est pas encore habité par le regard du jeu qui est relatif. C'est con. Mais une fois que c'est regardé, c'est bon. Et c'est pour ça que les grands voyants ou rishis de tout temps ont toujours été et ont toujours été nommés comme étant ceux qui regardent la chose. J'aime beaucoup le vocabulaire qu'utilise Juliane, qui est un vocabulaire certes euh, qui peut se rattacher à la poétique, mais qui fait science. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde sait très bien qu'un être humain a une flagrance, pour parler comme les amis, une odeur. Bon, français, odeur, c'est un peu moins beau, mais on a tous un parfum. Et c'est pas rien, ce parfum. Il suffit qu'on soit tous dans un ascenseur. Il y a quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire que la part de densité, si je reprends un petit peu ce que disait Juliane, de nous, va commencer à résonner avec une part de densité de l'autre. Pourtant, c'est une seule et même chose. Mais dans ce monde linéaire ou ce monde relatif, eh bien, ça va commencer à vibrer différemment et ça va inventer la proxémique. Ce qui fait que je suis pas bien si je suis trop près d'un être humain que je connais pas, etc., etc. Pour finir et revenir aux rêves, en français, on fait des rêves, ce qui est une grande erreur. Il faudrait qu'on soit comme les Allemands. On dit, j'ai reçu un rêve. Parce que de tout temps, le rêve a été le messager de l'âme.
C'est une modification de la conscience quand on dort. Quand on dort, il y a quatre grandes phases, on va pas se les faire là, mais en gros, il y a le sommeil profond, où il nous semble qu'on n'existe plus. Dans une nanoseconde, on réapparaît. Et quand on réapparaît tel que notre mémoire l'a engrangé. Et puis, il y a le sommeil paradoxal, dans lequel notre corps a une atonie totale. Il y a enfin, il y a quelque chose qui fait qu'il est comme paralysé. Il y a pas d'informations qui viennent du dehors. Et pourtant, la cervelle continue à fonctionner. Et ça va être créateur de rêves. Alors pour certains, comme Freud, le rêve n'est là que pour révéler les soucis, les choses qu'on a de la journée. Mais pour d'autres, et à l'heure actuelle on va vers là, le rêve révèle, s'il est connu par le regard, quelque chose de l'ordre du songe. Et ça, c'est très très important dans la trajectoire de l'humain qui va se découvrir lui-même. Juliane, sur les rêves, comment quand tu ressens du point de vue de l'unité? Bah, écoute, on va alors passer à la chose qui est plus donc qui est assez intéressante, c'est on a une âme aujourd'hui, on a un corps. Quelle est la partie donc qui meurt? Quelle est la partie qui continue le voyage est-ce qu'il y a réincarnation? Est-ce qu'il y a karma? Eric, Euh, acheter. Ah, bah oui, Julien a passé Je son sais tour. pas, Ah, je suis désolé, hop, je t'ai repassé le relais. alors, je vais te dire comment je pense la chose, ce qui ne veut pas dire que c'est quelque chose qui participe à l'expérience que je fais de la vie et pas forcément scientifique au sens ultime du terme. Il semblerait que l'identité soit multiple. Donc, quand je visite mon intériorité, si tant est que dedans et dehors soient distingués, il semblerait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la multiplicité et pas que de l'unité. Et c'est ça qui crée des désordres. Donc, il semblerait qu'on se réincarne et qu'on attache beaucoup d'importance à tous ces égos successifs que nous avons été ou que nous serons ou que nous sommes. Mais fondamentalement, pour le chercheur, on s'en moque un peu parce qu'il suffit de regarder l'état de notre être au niveau de notre corps, tout bête, et on voit ce qui a été. Bon, c'est pas la peine d'en faire des caisses. Donc c'est un peu à ce niveau-là où le karma, parce que maintenant tout le monde dit j'ai un mauvais karma, j'ai un bon karma, etc. C'est un abus de langage. Karma, ça veut dire en sanskrit, ça veut dire acte. Donc il n'y a pas de bons et de mauvais actes. Il y a des actes qui sont posés et après il y a des gens qui regardent les actes ou qui commentent les actes. Et là, ça devient bon ou mauvais. Voilà un peu ce que j'aurais à dire là-dessus. Et Juliane, sur cette notion de karma, de voyage d'âme en âme, euh, des annales akashiques, on entend beaucoup. C'est, c'est un voyage d'ego en ego, pas d'âme en âme. Euh, Tu vois, quand je reçois une question, c'est jamais dans une idée. Donc, euh, tu sais, quand tu m'as posé la question sur les rêves, puisque j'ai jamais comme approfondi la question, je peux que rester disponible à la réponse qui va émerger. Et c'est en ça que lorsqu'on ne cherche pas, tu vois, mentalement, on a accès à cette dimension de nous qui, en fait, c'est une question de disponibilité. C'est justement ce qui observe, ce qui est disponible, ce qui voit, qui conscientise. C'est ce jeu de cette conscience qui, en fait, tout ça pour dire que ce qui m'apparaissait, finalement, dans cette notion de rêve, c'est que nous sommes dans un rêve.
maintenant même, et que c'est toujours se dégrader. Quelle est cette notion de rêve et de réalité? Donc, on pourrait faire un autre sujet de rencontre éventuellement. Mais c'est cette saveur d'elle-même, finalement, qui se goûte dans ce rêve, ce grand rêve qui a plusieurs dimensions, finalement. C'est ça la réponse qui émergeait. Voilà. Et pour cette notion de karma, pour moi, ce n'est pas quelque chose, parce que souvent on l'entend d'une optique où on est victime de quelque chose, comme si on attrapait un mauvais karma ou on est victime d'un extérieur. C'est toujours cette notion où c'est une grande invitation à retourner justement le regard pour voir que nous ne sommes pas victimes d'un extérieur, mais que nous sommes le créateur par ce qu'on observe, de la façon dont on observe le monde, puisque ce monde est à l'intérieur de nous. Et c'est de la façon dont on l'observe qu'on le révèle dans ce grand rêve, entre guillemets. Et ce karma, entre guillemets, c'est simplement une invitation à conscientiser les endroits. En fait, les teintes qui vibrent, on revient à ces notions d'arc-en-ciel ou de chakra ou euh, vibratoire, comment ce champ vibratoire, qui est ce parfum ou ces teintes totalement uniques d'âme, de boule d'âme dans mon souvenir, à un certain niveau de retrouvailles où on se connaît tous, on se reconnaît tous. Mais justement, le fait de conscientiser qu'est-ce qu'on porte dans ce champ vibratoire. Comment on n'est pas victime d'un extérieur, mais que on est comme des ondes radio et que ce monde n'est que le reflet de ce que l'on porte. Donc, ce qui semble être karmique venir de l'extérieur, en fait, n'est que le reflet de ce qui demande à être conscientisé par cette conscience consciente dans ce grand jeu divin où elle se rappelle à se vivre, à se conscientiser pour retrouver l'ultime, en fait, l'ultime de tous les ultimes, ce goût d'amour infini qu'elle est, qui contient tout, qui est la vibration ultime. Voilà. Alors, on va aborder le célèbre sujet maintenant. On voit que tout est unité, euh, donc que c'est un grand rêve. On a nos rêves et les multitudes de vies sont un grand rêve. Euh, et est-ce qu'il y a un libre arbitre au final, Julia? C'est toujours, en fait, chaque question peut être répondue à plusieurs niveaux. Toujours, toujours. Donc, est-ce qu'il y a une réponse qui est bonne et une réponse qui n'est pas bonne? C'est toujours à partir de où on observe. Et on peut avoir la sensation d'un libre arbitre. Tant quand on se pense une personne limitée, on a la sensation de choix, on a la sensation de, je sais pas, de pouvoir choisir si on met un t-shirt bleu ou un t-shirt rouge, ou on se dit, ah oui, j'ai la sensation là, dans ce maintenant, que je peux choisir entre le rouge et le bleu. Mais un peu plus profondément, qu'est-ce qui fait en sorte que on va vers le t-shirt bleu? Et c'est cette notion qui revient souvent que j'appelle la notion de poule et d'œuf. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce que cette sensation de choix, ben, elle est réelle ou ce choix était déjà fait avant? En fait, si on regarde bien dans l'expérience, il y a toujours cette notion-là, en fait, qui ramène à ce point d'immobilité, qui nous donne la sensation d'avoir un choix, d'avancer, de... Et en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui fait en sorte que ce choix était déjà annoncé, quelque chose de beaucoup plus profond qui annonce qu'il n'y a jamais eu même cette notion de choix. Et une notion encore plus profonde où on voit qu'il n'y a que cette notion d'immobilité qui n'a jamais bougé.
juste pour traduire rapidement et assez sommairement, on va dire, au pointé. Alors, on Mhm. va remonter dans le relatif. Euh, Eric, c'est quoi la notion de pensée, justement, et est-ce qu'on est maître de nos pensées? En gros, est-ce qu'il y a l'orchestre dans la radio ou on reçoit des ondes d'un orchestre qui est à l'extérieur? Ça, c'est l'erreur du siècle dernier en épistémologie, c'est-à-dire de penser que d'abord, il y a un appareillage. Eh bien, c'est là-dessus où même les notions de Freud ou etc. demandent à être dépassées. Il n'y a pas d'appareillage. C'est bien plus simple et complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. C'est juste que c'est organique. Et comme c'est organique, ce que disait Jeanne, auquel j'adhère, mais alors totalement, c'est que fondamentalement, qu'est-ce qui me permet de distinguer le rêveur du rêve, si ce n'est l'expérience qu'il en a? Et ça, de Francesco Varela à tous ceux. Alors, c'est une gageure dans le monde moderne de parler de physique quantique, mais on ne peut pas en parler dans des macrosystèmes. Donc, je ne rentrerai pas dans cette bêtise. Par contre, c'est une belle image pour comprendre comment un macrosystème peut se faire avoir à son propre représentation. C'est-à-dire qu'on a la sensation tous d'avoir le choix, donc de penser librement. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Si j'entrave ton corps, tu vas penser autrement, mon garçon. Si, des trucs tout bêtes. Et notre ami tonton Freud le savait parce qu'il avait mal aux dents tout le temps. Il avait un cancer de la mâchoire. Et à chaque fois, il disait le moi se resserre au trou étroit de la molaire. C'est-à-dire qu'il avait observé que eh ben, si j'ai mal, je m'en fous de dehors, c'est il devient très dedans. Et ça veut dire que toutes nos pensées, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de se disputer à table pour savoir quel est le candidat aux élections qui est bon, toutes nos pensées sont vaines, mais en même temps, elles participent au jeu et à la joie. J'aime bien ces deux mots-là parce que je peux me retirer du jeu. Mais à quoi ça sert alors? Puisque je suis là, autant profiter du jeu. Mais profitons-en sans être aveugle. Et on revient sur la notion de qui regarde. Bon, merci de m'avoir fait parler après, ça me donnait des petits billets. Alors, donc, pour Juliane, une question bien sûr. Donc, quel est le but d'une vie si s'il n'y a pas de libre arbitre, si déjà tout est joué et si rien n'a jamais existé, si tout est un rêve? Il n'y a pas de but. Ou on va dire que si on veut bercer le mental ou rassurer l'ego, on pourrait dire l'ultime but est de se goûter en tant qu'amour, se retrouver en tant qu'amour. En fait, s'il n'y avait qu'un seul but, c'est ça, puisque tout est amour. C'est vraiment de conscientiser qu'il n'y a que ça, mais en réalité, il n'y a pas de but, puisque cette conscience, elle ne s'est jamais oubliée, elle n'a pas besoin de se retrouver, en fait. Elle ne s'est pas perdue, elle ne s'est pas oubliée, elle n'est pas ça semble être un but tant qu'on se pense un individu séparé, tant qu'on pense qu'on a des morceaux à rafistoler, à rapatrier, à conscientiser. Ça fait partie justement du paradoxe de tout ça et en fait du point de vue, puisque c'est toujours une question de point de vue, de où on observe, à partir de où on observe, comment on se définit, comment on se traduit. Euh, Il n'y a que ça parce que c'est ça qui traduit la réalité. C'est cette conscience consciente. C'est comme ça qu'elle crée le monde. C'est comme ça que Dieu crée, c'est qu'il se voit, il s'observe. Il est ce pur regard conscient de absolument chaque parcelle de lui-même.
ou d'elle-même. Parce que pour moi, Dieu est extrêmement féminin, un aspect si doux, si fin, si bienveillant, si aimant. Et c'est d'une puissance. Euh, donc, il n'y a que ça, en fait, euh, de la façon dont on observe, comment il s'observe. Et c'est ça, c'est conscientiser que nous sommes ce grand être, en fait, l'être. Euh, c'est lui qui passe devant. C'est une sensation si fine de cet être qui se vit, qui se sait conscient et qui n'a même pas besoin d'avoir cette notion de libre arbitre. Il sait ce qu'il est. Ce libre arbitre est toujours dans une notion linéaire, toujours lorsqu'il peut y avoir une conséquence à quelque chose, toujours dans cette idée, je peux être victime ou je dois trouver ma valeur ou ce que je suis. Mais lorsque cet être, dans sa subtilité, passe devant, il est doux, il fait, ça fait, c'est nourrissant, ça part d'une... C'est comme se connecter directement à la source Mm. d'énergie même. C'est... Et il se goûte, cet être, il se goûte lui-même, en fait, à chaque instant, et il n'est pas dépendant de tout ce qui est observé aussi. Il est totalement indépendant de ça. Donc, il n'y a pas de conséquences. Et c'est en ça qu'il n'y a pas vraiment de but, puisque ça voudrait dire qu'on est dépendant de quelque chose, d'un ultime ou d'un... Alors que cette douceur d'être ne peut pas être percutée, influencée, améliorée par quoi que ce soit. C'est... Elle ne peut que finalement, comme disait Eric, profiter avec joie de toutes ces sensations de soi, finalement, Mm. avec un grand S majuscule. Et Eric, quand tu reçois donc des gens qui sont avec une souffrance, en tout cas vécue comme une souffrance, quels sont les conseils que tu peux leur donner euh, pour faire baisser un peu cette pression au niveau relatif? Euh, In fine, c'est pour ça que en psychologie, on a trouvé que conseiller quelqu'un, c'était toujours une erreur. Parce que je vais lui dire quelque chose à partir de mon champ et d'expérience. Et donc, automatiquement, ce sera pas bon pour lui. Même si le conseil se veut avisé d'un point de vue social. Donc, en fait, on va éviter cela. Et on va juste essayer d'attirer la personne, ce qu'on appelle la psychologie transpersonnelle, d'attirer la personne vers son propre regard sur elle-même. C'est-à-dire à chaque fois qu'elle part un petit peu en sucette, hein, nous tous, c'est-à-dire à un moment on oublie que nous sommes juste ce dont parlait Juliane. C'est extrêmement beau, c'est ce que je retrouve chez tous les grands mystiques, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, mais c'est vraiment la parole du Christ. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a pas de but. Ne te prends pas la tête, et alors ça, c'est une parole un peu des jeunes, enfin, peut-être que des jeunes un peu vieux, mais il faut lâcher l'affaire. Et je pense que notre société, elle est pas trop mal quand elle commence à comprendre que l'éternel féminin est beaucoup plus divin que l'éternel masculin, non pas que le féminin l'emporterait sur le masculin, ce serait une erreur de dire ça, mais de dire que sa façon de procéder est beaucoup moins guerrière que ce qu'on a pu penser du point de vue des hommes qui ont passé un peu de temps à se la raconter, en fait. C'est-à-dire qu'un psychologue, c'est pas un psychiatre. Un psychiatre, c'est je vais réparer l'âme, si tant est qu'elle puisse être réparée, celle-ci. Un psychologue, et c'est très très important pour nous. J'ai pas fait médecine, moi je m'en fous de la biologie.
j'ai fait psychologie. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce sont les processus mentaux. Et lorsque je vois les processus mentaux, je peux voir que l'illusion. Je vois bien que tous, ils nous conduisent dans un mur. Et quand j'arrête ça, il y a quelque chose qui se passe. Mais ce qu'a dit, vraiment, oui, j'ai rien d'autre à dire, je pense. Alors, Juliane, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est dans ses souffrances, qu'il prend pour vraiment réelles? On connaît ce que c'est les souffrances. Quand on est dedans, généralement, on a du mal à s'en extraire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, alors, entre guillemets, euh, pour essayer de retrouver cette grande paix? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qui nous empêche, quand on aperçoit cette paix, d'y rester? Une question à la fois pour moi, ça serait bien. Retiens la deuxième question. Et juste de dire ça, en fait, j'ai même oublié la première question. C'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est vraiment en souffrance pour essayer de retrouver, de tendre vers cette unité? En fait, c'est sûr qu'il n'y a pas comme une réponse que je peux donner parce que ça dépend de la personne et que c'est toujours dans cette disponibilité par rapport au fait d'être disponible pour recevoir la réponse que la personne a besoin. Euh, donc, c'est jamais à partir d'une idée. Donc, ça dépend où la personne elle est rendue et ce qu'elle a besoin d'entendre sur son parcours, on va dire dans cette finesse et cette sensibilité d'écoute où la vie s'invite à sa douceur finalement, toujours. Donc, il n'y a jamais rien de renié, il n'y a jamais rien de jugé. C'est toujours dans cette écoute, cette disponibilité. J'imagine que Eric l'a expérimenté. Finalement, ça passe par cette écoute aussi. Et avant tout, en fait, au-delà de tout ce qu'on pourrait conseiller, comme disait Eric, c'est pas dans le conseil, c'est dans ce qui précède le conseil qui est Hmm. vraiment, c'est dans ce qui voit, ce qui est là et ce qui invite. C'est comme le silence entre les sons, l'espace entre la forme. Donc, c'est parce que c'est ce chant amoureux qui voit avant toute chose. Et c'est, c'est en ça que ça rappelle vraiment, que ça, qu'est l'invitation. Et si on, est-ce qu'il y aurait, par exemple, des méditations pour tendre un peu vers ça, par exemple, du calme mental pour commencer à, à retrouver son calme intérieur, ou peut-être Ça. l'observateur, comment tendre vers un peu euh, vers la spiritualité, vers l'éveil, vers Et, Julia, Eric. ouais, juste avant En fait, ce qui fait du bien, au sens le plus ultime du terme bien, c'est d'écouter des gens qui te disent ce que Juliane, entre autres, est en train de raconter. C'est-à-dire que cette narration-là, elle n'a pas la même tessiture, pour parler, qu'une autre narration. Et ça rend le sujet libre de lui-même et automatiquement, il va aller mieux. Ça, sinon, c'est tout le temps une boucle, et ça boucle tout le temps le mental. Parce qu'il a besoin de s'auto-nourrir. Et ce qu'il veut, c'est pas mal en soi, mais il ne veut pas mourir. Mm. Et donc, il se nourrit sans arrêt. Il se nourrit de ses propres questions. Et le mot question en français, c'est le mot torture. Et si on cesse les questionnements et qu'on accueille ce qui est, je pense qu'on va déjà mieux. Après, on fait ce qu'on veut, mais je pense.
Alors, Juliane, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un genre de fatalisme ou un genre de foi qu'on doit accepter ce qui se passe dans une grande déconstruction et de laisser sa nature revenir à la surface? Mais ça me fait rire parce que il y a toujours au moins deux facettes à une vision des choses. Donc, dans ta question, tu vois, le fatalisme et tout ça, on pourrait le tourner vers une grande invitation, finalement. Est-ce que ça va... Pour moi, c'est plus une grande invitation qui pointe sur quelque chose qui est beaucoup plus profond. Euh, Parce que, tu sais, ce fatalisme, c'est à partir de la structure. Tu sais, c'est ce qui s'est cru densifié finalement, qui se sent encore victime de quelque chose, d'une fatalité ou de... Mais c'est une grande invitation à voir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de tellement intelligent, fin, subtil, qui se traduit lorsque justement il y a toutes ces structures d'enfermement qui sont conscientisés ou dépassés ou qu'on peut réaliser qu'il y a quelque chose qui précède ça, qui est déjà libre de tout ça finalement. Euh, Parce que ce jeu des structures et de ces enfermements, ce sont que des pointeurs pour montrer l'endroit où ce qui observe tout ça n'a jamais été enfermé. Conscientiser qu'on n'a jamais été enfermé, on s'y enferme lorsque l'attention s'y dépose et s'y enferme, justement. Va traduire que ça. Donc, ça devient un enfermement puisque ce monde devient rétréci dans sa traduction, sa perception. Euh, donc, c'est pas une question euh, parce que ça, dans cette notion de fatalisme, c'est vraiment être victime de quelque chose, comme si c'est toujours cette notion de peur. C'est vraiment typique de l'instinct de survie, d'avoir peur, de vouloir se protéger, de cet état d'hypervigilance qui finalement accélère aussi, on va dire, euh, le fait de perdre de l'énergie puisqu'on dépense toute l'énergie dans la lutte, plutôt que de conscientiser qu'on est la source même d'énergie et de pouvoir s'y asseoir dedans. En ça est cette grande invitation du fait que réaliser que finalement, quand je lâche cette notion que je peux être ben, fatalement happée par quelque chose, je peux goûter à l'aspect d'éternité que je suis en réalité, au-delà de toute structure, de toute croyance, de tout, euh, tout ce qui a été enregistré ou identifié comme soi. Et en ça, finalement, dans ce fatalisme ou dans le fait de s'abandonner à ce qui est, on se goûte dans cet être intelligent qui fait, qui ne demande pas d'énergie, mais qui génère de l'énergie, qui sait. On se goûte dans cette intelligence, dans cette finesse. C'est c'est pas d'un vouloir, c'est pas d'une contraction, c'est pas d'une tension. C'est d'une c'est comme un souffle d'oxygène Mm. pur. Il y a de l'espace, ça, ça se décrit pas, mais c'est se conscientiser qu'on n'a jamais été enfermé, qu'on est cet être, l'être un, l'être ben, comme cette intelligence qui gère ce corps, qui régit toute cette multitude finalement d'échanges chimiques ou tout ce qui fait en sorte que ce corps peut vivre dans un aspect linéaire, mais qui est en fait que la représentation de la finesse de cette intelligence à l'œuvre finalement, que le rappel de cette finesse simplement, mais qui est aussi
le reflet de ce grand corps, on va dire, de ce grand tout, de cette grande perfection de... Eric, tu as quelque chose à rajouter? À ajouter, sûrement pas. À partager. Peut-être c'est l'expérience d'un type qui, ça fait 30 ans que je fais du, j'aime pas ce mot, soin psychique, j'aime pas trop, mais en tout cas, ça fait 30 ans qu'il se démerde avec les humains. Et j'ai observé, et là c'est un vrai jeu, que quand ça va pas, l'espace se rétrécit à l'intérieur. Quand ça va, ça s'immensifie. Et lorsqu'on est au chevet de quelqu'un qui meurt, ce qui est flagrant, et c'est une réelle expérience, c'est que c'est un moment de béatitude, comme on en a peu connu. C'est le moment où l'espace est sans limite. Et c'est ça qui nous fait peur. Et donc, quand je suis en palliatif, je passe mon temps à rassurer la personne sur l'expérience qu'elle a déjà vécue, mais qu'elle va revivre. Voilà, ça va. Ah. Et les anciens qui étaient loin d'être couillons, ils avaient découvert ça bien avant nos microscopes et des choses comme ça. Mais c'est bien, il a fallu qu'on joue avec ça. C'est très bien de jouer avec ça. Et, et c'est ce que dit, avec des mots vraiment très charmants, au sens fort du terme charisme, du terme charmant, d'amour, que dit Julien. C'est-à-dire que la seule chose qui est vraiment existante, je crois que c'est Singer qui dit ça, Christiane Singer, c'est qu'on n'est pas reliés les uns aux autres, on est, on est les uns dans les autres. Et je trouve ça d'une telle puissance que je vais très vite aller aux toilettes parce que mon corps me rappelle à la toilette. Eh bien, en tout cas, on va conclure À la matérialité pure. dans la matérialité. Oui, J'aime bien ça, en fin de compte. Ça, ça concluait, ça... Voilà, on revient dans le relatif. L'atterrissage est direct, mais néanmoins, Moi, ça me fait rire. Je te fais patienter un petit peu, Eric. Mais parce que dans cette notion du relatif et du divin, tu sais, comme tu aimes beaucoup le nommer, Philippe, en fait, je t'invite à cette question. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y a ce relatif et ce divin? Est-ce que tout n'est pas divin, même dans ben, cette notion de relatif, en fait? ben, C'est pure divinité, pure même d'aller aux toilettes, finalement. L'expression du divin. et combien on comprend très bien d'un point de vue intellectuel que tout est un, qu'il n'y a pas de différence, qu'il n'y a pas de relatif, qu'il n'y a pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'on bascule pas? mais voilà, Ah, très beau. Alors là, hein, on bravo. peut jouer avec la technologie. Là, on ne peut que conclure sur ce joli message. En tout cas, eh bien, je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux d'avoir partagé. Et puis, Merci à vous deux. eh ben, peut-être à la prochaine. À C'est bientôt. mon don limité de mon petit. Ah oui. Ouais. Allez, bonne unité, Eric, hein. J'y vais de suite et à très bientôt. Merci J'embrasse. beaucoup. Quelle joie de partager ces instants avec vous deux. Moi aussi, les joie pour vous deux. En tout cas, merci beaucoup, hein. Bisous, ciao, ciao. Bisous.